Les frères maristes. Alors le choix de regrouper ces trois chantiers relève d'un parti pris, considérant l'interpénétration de ces différents thèmes. Cet entremêlement des thématiques prend sa source et tout son sens dans le postulat philosophique et anthropologique du pacte éducatif global voulu, souhaité par le pape François, à savoir de mettre au centre de chaque processus éducatif la personne, sa valeur, sa dignité, sa beauté, son unicité et en même temps sa capacité d'être en relation avec les autres. Cette culture humaniste personnaliste est au cœur du projet de l'enseignement catholique contre une culture du rejet, du déchet. Nous recherchons une unité dans la différence au service du bien commun. Ou encore, éduquer, c'est éduquer à ne pas considérer le prochain comme un adversaire à éliminer, mais courir le risque de la rencontre du visage de l'autre. En ce sens, le pacte éducatif mondial, terme mondial qui semble plus correspondre que global, invite à trouver les moyens et les propositions permettant de voir advenir un nouvel humanisme solidaire, permettant de passer de l'individu à la personne, d'accepter l'altérité pour rester unis dans la diversité. Les groupes de pilotage chargés de ces trois chantiers ont choisi l'angle de la problématique pour entrer dans les thématiques qui leur étaient proposées, quitte à oser les questions qui bousculent ou à inverser les termes de l'énoncé du chantier. En toute hypothèse, la démarche se veut simple et inscrite dans une dynamique de chantier, justement, c'est-à-dire de construction, de co-construction, partant du vécu du terrain et portant le souhait de déboucher sur des propositions concrètes capables de dépasser le stade des considérations générales. En leur temps, nos fondatrices et fondateurs, poussés par l'esprit, ont fait preuve de pragmatisme, d'innovation et de créativité pour apporter des réponses efficaces aux défis, aux souffrances ou aux manques de leur époque et de leur contexte. Gageons que notre contribution à venir s'inscrive dans cette tradition qui fait la spécificité et la richesse des réseaux congréganistes au sein de la maison commune qu'est l'enseignement catholique. Voici donc une présentation commune de nos trois chantiers et je passe la parole à Véronique. Voilà, donc dans notre échange entre les trois chantiers, quand nous avons partagé le travail que nous avons réalisé, qui ont fait appel elles-mêmes à des équipes, des réflexions que chacun a portées dans ses réseaux, etc. Finalement, on trouve toutes ces problématiques qui apparaissent sur l'écran avec des mots-clés que je vais un peu détailler. La première, sans doute, qui englobe vraiment ces trois chantiers, c'est autour de cette notion de diversité, hein. Finalement, est-ce que la diversité de nos établissements catholiques se met-elle au service de la prise en compte des diversités? Voilà. Et de l'ensemble des diversités, c'est-à-dire culturelles, sociales, religieuses, pédagogiques, s'adaptant aux diversités cognitives que l'on connaît mieux aujourd'hui. Et de cette diversité, finalement, nous vivons une période de crise, on l'a vu déjà deux fois, excusez la répétition, qui nécessite donc cette vision d'un nouvel humanisme. Et ce nouvel humanisme, finalement, il va sans doute nous obliger à sortir, à nous adapter, à reconfigurer, à avoir des choix affirmés qui obligent peut-être à quitter des zones de confort historique, qu'elles soient locales ou qu'elles soient à l'intérieur des établissements, hein. Voilà, on sent qu'il faut qu'il y ait un changement qui se produise. Je vais enchaîner avec cette idée qu'il y a, pour faire ce changement, finalement, il y a des nouvelles notions et des nouvelles logiques d'action qui doivent être travaillées et qu'elles ne sont pas suffisamment pour le moment conceptualisées et partagées pour permettre justement qu'il y ait un changement de nouvelles logiques d'action qui apparaissent. Et justement, par rapport à cette diversité et à la diversité, peut-être le questionnement autour de la différence entre équité et égalité. Comment finalement ce modèle de l'école égalitaire sert-il les diversités? Autre chose, tout ce qui tourne autour des besoins éducatifs particuliers et cette étonnante diversité que l'on constate par rapport aux catégories, parler encore d'élèves en situation de handicap, c'est ne pas reconnaître la notion de besoin éducatif particulier. Et puis, tout ce qui va tourner autour de nouvelles conceptions
plutôt permettre des dispositifs, des ressources, des parcours que des filières et des structures. Parce que finalement, l'accueil et la scolarisation de tous les élèves ne peut pas concerner que certains établissements. En plus, ces établissements vont souvent se retrouver en fragilité, à qui donc on va retirer des moyens. J'ai un exemple très précis en tête, et ils seront peut-être même obligés de fermer, hein. Donc, comment faire pour que cet accueil et cette scolarisation, et le mot scolarisation est souvent oublié, puisse concerner tous les acteurs d'un établissement et puisse concerner tous les établissements. Voilà. Et ça demande de créer des partenariats à la fois localement, en interne, au travers d'un réseau, et aussi, on y reviendra tout de suite, avec une ouverture sur la cité, hein, et en s'associant les ressources spécialisées du local. Et là, l'enseignement catholique n'est peut-être pas très en position d'appui, puisque le contact avec ces établissements médico-sociaux pose des tas de problèmes, à la fois de connaissances, mais aussi juridiques, de responsabilité. Nos environnements interculturels, interreligieux, donc qui nous interpellent, mais c'est pas nouveau qu'ils nous interpellent, hein, voilà, mais peut-être de plus en plus, et dans le paysage qu'a rappelé Philippe Delorme actuel, comment être en dialogue et en vérité, comment contribuer à construire une société où chacun trouve sa place et se respecte mutuellement. Il s'agit finalement de passer plutôt du pacte local au pacte éducatif global, c'est-à-dire que finalement, on s'est demandé, le chantier 3 s'est demandé s'il ne fallait pas inverser le terme, parce que le mouvement part de l'établissement, hein, d'un territoire et de besoins. Donc, comment faire alliance en interne, mais aussi sur un territoire. Vous voyez que ça reprend un peu la problématique précédente, avec les composantes institutionnelles, associatives, au sein d'un réseau congrégiste. Comment associer dès le départ les parents, les enseignants au projet et donner une vraie place aux jeunes. Voilà. Comment ce pacte, finalement, il peut vraiment déclencher des alliances internes entre tous les participants, et avec cette idée, enfin on y reviendra, d'action possible pour les jeunes. Finalement, utilisons-nous assez nos marges de manœuvre de cette liberté dont on parle souvent, hein, qui est laissée par le contrat d'association? Suffisent-elles, ces marges de manœuvre, pour mettre en œuvre des visées éducatives et pédagogiques et pour répondre aux besoins éducatifs actuels? On s'est demandé si on n'était pas finalement en suradaptation par rapport à l'éducation nationale. Comment aller plus loin et finalement aussi interroger le statut d'expérimentation. On y reviendra dans les propositions. Autre questionnement problématique, l'exercice de la tutelle et l'animation pédagogique. Finalement, dans cet exercice de la tutelle que nous menons dans nos réseaux et dans nos instituts, quelle place a été laissée à l'animation pédagogique, ou ne l'avons-nous pas délaissée? Si nous affirmons très fortement les liens entre éducatif et pédagogique comme étant spécifiques de nos projets, hein, on ne les dissocie pas, ne devons-nous pas donner des repères partagés pour vérifier l'impact des paroles et des intentions sur les pratiques, afin qu'être et apprendre soient tissés au quotidien et pour tous les acteurs? Excusez-moi, je ne sais plus trop où j'en suis. Voilà, je ne trouve pas mon… Alors, on s'est aussi demandé finalement dans cet exercice de la tutelle comment accompagner nos établissements pour que tous les projets que nous portons répondent aux besoins nouveaux et prennent leur part dans ce service d'éducation. Et finalement, beaucoup de questionnements autour du projet d'établissement, qui devrait être cet outil de pilotage qui fédère, qui réunit. Est-il le bon outil? Permet-il vraiment de discerner la vocation de l'établissement, les moyens qu'il met en œuvre, les choix nouveaux qu'il peut opérer, en impliquant tous les acteurs, y compris les élèves, les parents, les membres des OGEC? Et finalement, comment les tutelles vont accompagner ainsi que leurs organismes de formation, peuvent-elles accompagner ce être en projet plutôt que faire un projet? Voilà. Donc, beaucoup de questionnements autour de cet accompagnement.
Je vais passer maintenant la parole à Marianne et à Lucie qui vont évoquer avec vous les quelques propositions que l'on peut faire, mais qui méritent évidemment d'être développées. C'est normalement Marianne. Excusez-moi, je n'avais pas mis le micro. Voilà, donc comme je venais de le dire, Véronique a apporté quelques embryons de propositions en abordant les différentes problématiques. Et par exemple, pour ce qui est de l'accompagnement de terrain par les tutelles, qu'on vient peut-être de s'accorder sur ce concept, et surtout de se donner les moyens et de mettre en œuvre un accompagnement de terrain dans toutes les dimensions de l'exercice. On est très bon pour tout ce qui est accompagnement, enfin très bon, je m'entends, on est bon pour ce qui est l'accompagnement des chefs d'établissement, des communautés éducatives, mais c'est vrai que nous délaissons celui de l'animation pédagogique. Alors, il s'agirait peut-être aussi de croiser des logiques territoriales et des logiques de compétences. Toutes les tutelles n'ont pas les compétences pour cette animation pédagogique. Alors, pourquoi ne pas les croiser? Et pour des réseaux plus petits, peut-être pourrait-on envisager une mutualisation de ces compétences transversales. Lucie? Là, il faudrait interroger les différentes instances au sein d'un établissement. Quels champs de questionnement et de compétences sont-ils couverts? Quelle composition? Quel suivi du travail de ces instances et de leur articulation entre elles? Par exemple, le choix pédagogique fait par un établissement et l'OGEC. Quels moyens l'OGEC donnera-t-il pour que les projets pédagogiques puissent être menés réellement à terme? Mais aussi les choix architecturaux à faire en fonction des projets d'un établissement. On n'a peut-être pas les mêmes besoins des mêmes salles selon ce qui se vit dans l'établissement. Peut-être que les architectes devraient être en quelque sorte formés aux nouveaux besoins, aux besoins des différents établissements et que l'architecture pourrait s'adapter, quelque chose de plus modulable. Mais on est bien sûr un peu dans le rêve, mais pourquoi pas. Il s'agit en tout cas d'impliquer tous les acteurs autour du projet. Alors, Véronique l'a bien mentionné, le projet d'établissement, il s'agirait d'en faire un véritable outil de pilotage et de sens partagé qui relie charisme et pratique éducative et pédagogique pour répondre ainsi aux besoins d'un écosystème et privilégier le être en projet plutôt que faire un projet. On est très bon dans l'enseignement catholique pour faire des projets, mais sommes-nous toujours en projet? Pour cela, on part dans un parcours de formation humaine pour tous. Est-ce qu'on pourrait concevoir, mettre en œuvre de vrais parcours de formation humaine, de connaissance de soi, pour les élèves, mais aussi pour les adultes? Et d'ailleurs, cela pourrait être ouvert aux parents. Pourrait-on proposer des formations aux différentes religions et aussi des formations à l'approfondissement de sa propre foi, la foi catholique? Proposer écoute et accompagnement des parents par une école des parents, des cafés de rencontre et différentes structures que l'on peut mettre en place, qui sont déjà en place dans certains établissements. Alors, l'ouverture sur le monde était aussi une autre proposition. Il s'agit aussi de savoir proposer aux jeunes des actions auprès d'associations caritatives, culturelles, et ainsi peuvent être mises en valeur des compétences travaillées dans ces lieux. On serait peut-être bon aussi de proposer aux enseignants des stages dans d'autres établissements et d'autres pays. Je pense notamment, par exemple, à ce qui se passe en Catalogne. Il y a beaucoup de propositions pédagogiques qui sont faites et qui pourraient beaucoup apporter à nos équipes. Alors, tout cela nous amène à penser qu'il faut certainement quitter la forme scolaire héritée au XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle, interroger le modèle de la classe. Les enfants sont mis en classe d'âge. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas développer la modularité et la flexibilité des regroupements d'élèves? S'appuyer sur un appui renforcé sur les pédagogies de projet. Allier le sens des savoirs et la reliance. Aussi des projets avec des appuis renforcés sur les pédagogies de coopération.
les pratiques intergénérationnelles au sein des ensembles scolaires. Et toujours cette manœuvre par rapport au contrat d'association. Alors justement, c'est ce contrat d'association, il s'agirait de bien discerner et d'utiliser pleinement les marges de manœuvre que nous avons. On parle beaucoup de la liberté pédagogique, mais l'utilisons-nous? Il s'agirait de savoir utiliser de manière équitable pour les différents besoins des élèves dans le cadre du projet, en aménageant tous les parcours. Il faudrait donc repenser cette liberté, la répartition aussi du temps de travail des enseignants, en prenant en compte les compétences, les besoins et toujours le maître mot, le projet. Ici. Je n'ai plus le texte, Marianne. Voilà, et donc l'autre question, il s'agit d'interroger la gestion des moyens. À quel niveau cela doit-il se faire? Au niveau national, au niveau diocésain? Quelle évaluation? Et notre groupe a même dit, est-ce qu'il faudrait créer un observatoire national des mixités? Et pour finir, il s'agirait d'harmoniser les scolarités pour les rendre plus équitables. Là, on rentre aussi dans le domaine plus économique. Voilà pour les quelques propositions qui seront encore développées lors de l'atelier. J'arrête de partager l'écran et voilà ce que nos 3 chantiers ont pu essayer de mettre en commun. C'est un point d'étape, hein, voilà. Merci beaucoup pour ces contributions très riches. Nous allons passer maintenant sur les 3 autres chantiers, donc structuration des réseaux, solidarité, modèle économique, qui vont être présentés par Lionel Julier, Jean Chapuis et Geneviève Verdaguet. Donc, je vous laisse l'écran. Merci. Désolé, je m'aperçois que je commençais de parler sans micro. Oui, je vais commencer donc cette présentation. Ce qui nous a frappé lors de la mise dans la confrontation, on va dire, de nos différentes productions, c'est que nous sommes véritablement appelés à un défi du faire ensemble. Seulement, se faire ensemble, ça ne se décrète pas, ça se construit, ce qui appelle à une forme de conversion, d'ailleurs, comme l'a dit Philippe Delorme dans son introduction. Pour le construire, certains préalables, hein, le contexte est nécessaire, hein, des éléments de contexte, le besoin de se sentir membre d'une même famille, et pour favoriser donc cette émergence et cette construction du bien commun, là encore un mot qui a été employé par Philippe Delorme, eh bien, il y a besoin de partager un certain nombre de fondamentaux, de se les redire. Partager une inspiration. Nous avons tous, heureusement, cet évangile en commun, mais il y a aussi des encycliques qui nous nourrissent, la doctrine sociale de l'Église aussi, qui doivent nous guider. Il y a cette notion de projet commun à cultiver, alors même si les charismes de congrégation sont spécifiques, on voit bien que nous nous reconnaissons tous très volontiers dans le pacte éducatif global, par exemple, du pape François, mais aussi dans la définition qu'en donne le chapitre 1 du statut. Et puis ce besoin de se connaître dans nos contributions spécifiques, dans notre rapport les uns des autres. Et là encore, je fais le parallèle par rapport à ce qu'a dit Philippe Delorme. Décidément, à son introduction, je retrouvais beaucoup de choses que nous nous étions dit. Il y a besoin de se connaître, mais aussi de se reconnaître, hein, comme étant tous des forces contributives, nécessaires, utiles à l'enseignement catholique. Tout ceci donc pour développer ce sens commun, mais ce qui suppose aussi que chacun ait cette capacité à tenir son rôle
Et je pourrais faire d'ailleurs le parallèle par rapport à la réunion de l'URSSEC qui a eu lieu la semaine dernière, hein, sur les collaborations intertutelles, donc comment on cherche chacun à s'épauler, se soutenir. Le deuxième aspect qui est très important pour construire ce commun, c'est aussi partager une intelligibilité du contexte. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir partager sur les données, les analyses, les études, c'est-à-dire en fait avoir une même base pour guider notre réflexion collective, de façon à pouvoir avoir la possibilité de se mettre d'accord sur ce que véritablement nous pensons nécessaire, indispensable de construire, quelle offre éducative nous voulons véritablement, à laquelle nous voulons véritablement répondre, ce qui suppose aussi quelques choix, bien évidemment, stratégiques. Et en s'appuyant sur ces éléments, hein, qui nous permettent de faire sens commun, eh bien, nous espérons que les acteurs pourront sortir de cette défiance, malheureusement parfois visible, pour construire cette confiance, sortir des logiques de pouvoir et véritablement construire le bien commun. Voilà donc le préalable qui est sorti très fortement de nos trois chantiers, qui vont maintenant être détaillés plus précisément dans leurs propositions. Je laisse Lionel prendre la parole par rapport au chantier 4. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, Lionel Julier, donc délégué de tutelle pour les sœurs de la présentation de Marianne Ardèche, et aussi, je précise, délégué dans une intertutelle réseau Action Grand Sud. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis porté volontaire pour ce chantier, pour vivre des expériences de réseau, dont je vais vous parler aussi. Donc, je précise aussi que je suis pilote de l'URSSEC pour la région Occitanie. Alors, tout d'abord, dans notre groupe de travail, nous avons posé quelques principes concernant les réseaux. Un réseau, nous avons noté, doit répondre à un ou à des besoins. Il doit être profilé pour y répondre et non copié, surtout sur un fonctionnement standard. Sa structuration doit autant que possible, nous l'avons noté, être circulaire, horizontale et solidaire, avec un maître mot souvent dans les réseaux, que l'on met parfois, c'est vrai, un peu à toutes les sauces, la mutualisation. On a ajouté aussi qu'il doit reposer sur un projet partagé où chaque partie, surtout, trouve sa place en gardant sa spécificité. Son fonctionnement, on l'oublie trop souvent, doit être évaluable et adaptable. Ce n'est pas quelque chose de figé. Il doit surtout permettre de soutenir la vitalité et d'offrir un soutien aux établissements qui sont en fragilité. Et puis, ça a été relevé tout à l'heure par M. Delorme, l'importance du principe de subsidiarité. Les réseaux qui sont vivants, on s'en est souvent rendu compte, ne se décrètent pas. Ils relèvent vraiment de l'initiative des acteurs qui prennent leur destin en main. Alors, la notion de réseau, pour les congrégations, elle n'est pas nouvelle. Cette notion, elle est même originelle à ces congrégations. Il y a, vous le savez, M. Delorme, une forte culture du réseau pour les tutelles congréganistes. C'est même, on va dire, dans leur ADN, même pour les tout petits réseaux. Et le réseau, c'est avant tout pour les établissements congréganistes une famille spirituelle, un idéal, une identité, un vrai sentiment d'appartenance. C'est ce qui fait peut-être la vraie spécificité d'un réseau congréganiste par rapport à un réseau local ou géographique qui est souvent un réseau d'opportunités. Pour nous, congrégations, le réseau, c'est avant tout un projet, une vision éducative commune avant d'être un outil d'opportunité pour des mutualisations en tout genre. Vous avez, M. Delorme, parlé du bien commun tout à l'heure. Les réseaux congréganistes ne veulent pas et ne doivent pas, on le sait, c'est le péril, être un État dans l'État, en opposition avec les réseaux de l'enseignement catholique à toutes les échelles. En principe, cela se traduit dans les lettres de mission des délégués de tutelle, des chefs d'établissement, on le rappelle. Il y a cependant
parfois, ne soyons pas, je dirais, naïfs, dans certains diocèses plus que d'autres, une réelle défiance vis-à-vis des réseaux congréganistes qui peuvent apparaître comme des contre-pouvoirs, des freins, des résistances. Il faut aussi ajouter que dans certains lieux, il y a de belles défiances fraternelles entre les réseaux congréganistes eux-mêmes, malheureusement. Un des enjeux, vous l'avez rappelé, Monsieur Delorme, tout à l'heure, dans la conclusion de votre introduction, est de rechercher une complémentarité, une articulation féconde entre ces différents réseaux congréganistes, locaux, diocésains, qui répondent chacun à des besoins différents et complémentaires. S'il y a des échecs, parfois, il y a aussi, on en a parlé, de belles réussites. Un des enjeux a été aussi pour notre groupe de travail, dans le cadre de cette démarche prospective, sans tomber dans un nombrilisme pour les réseaux congréganistes, de se poser et de vous poser la question. Si nous n'étions pas présents, nous les réseaux congréganistes, que manquerait-il à l'enseignement catholique? Cette question, vous l'avez compris, est d'autant plus pertinente et urgente dans la mesure où un bon nombre, ne nous voilons pas la face, de réseaux congréganistes, notamment de petite taille, n'ont plus ou n'auront plus longtemps les moyens d'assurer l'exercice et d'assumer l'exercice de la tutelle. 80% des réseaux congréganistes ont moins de 10 000 élèves. Faut-il se résoudre à la disparition de ces réseaux avec des fusions, des dévolutions, ou au contraire, résister, trouver de nouveaux modèles qui permettent de maintenir cette diversité et la richesse éducative qui va avec? Aujourd'hui, on est plein d'espoir, de nouveaux réseaux intertutelles se créent et peuvent être une réponse. D'ailleurs, c'est la devise de l'URSSEC, et on y croit, dur comme fer, soutenir le commun pour préserver le spécifique. En résumé, l'enseignement catholique, c'est une question que l'on se pose, nous sommes en chantier, a-t-il besoin aujourd'hui et en 2030 de la vitalité et de la diversité des réseaux congréganistes? Mais vous y avez déjà répondu tout à l'heure dans votre introduction. Et puis, je terminerai là-dessus, en ouverture, comme le suggère le Pacte éducatif mondial, ne faut-il pas aussi aujourd'hui et demain repenser le réseau, la notion de réseau à la lumière d'une proposition nouvelle, celle du village de l'éducation, c'est-à-dire le réseau ouvert en dehors de notre microcosme. Merci. Je laisse la parole, je crois, de nouveau à Jean. Oui, merci Lionel. Donc pour la question de la solidarité, on voit vite que les dispositifs de solidarité actuels sont souvent vécus par les établissements comme des systèmes qui leur est extérieurs, qui le subissent et donc qui inspirent la défiance, voire la méfiance. Donc, ce que j'ai déclaré, défini en préambule, est indispensable pour permettre à des formes de solidarité différentes d'émerger, pour conduire les partenaires et parties prenantes à se constituer en réseau pertinent de coopération. On voit le parallèle avec les réseaux de fait. En s'appuyant sur les modes de management actuels qui s'appuient au maximum sur la subsidiarité et donc la responsabilisation des acteurs et leur autonomie, nous en sommes venus à penser qu'il était important de décliner différentes formes de réseaux, et on voit le complément donc, qui se fait, ou l'articulation qui peut se faire avec la présentation de Lionel, des niveaux qui pourraient être territoriaux d'une part, et on voit bien que des établissements très localement proches pourraient être les véritables décideurs et acteurs de leur propre dynamique collective, favorisant les mutualisations, les rationalisations de ressources humaines, matérielles, immobilières. Comment au niveau d'un bassin, un réseau de bassins, on pourrait développer les décisions et l'autonomie des acteurs autour de l'offre de formation, l'accueil du handicap, la prise en charge des élèves plus fragiles.
Et puis décliner le réseau au niveau académique pour ce qui est de la répartition des moyens d'enseignement, des projets de création. Et sans oublier bien sûr les réseaux transversaux dont les tutelles font évidemment partie, comme des réseaux nécessaires pour garantir le souffle, l'inspiration, la conformité au projet, l'accompagnement des personnes. Alors cette autonomie de réseau, des différents réseaux tels que présentés, ne veut pas pour autant dire indépendance, hein, puisqu'elle nourrit également les autres périmètres pertinents de solidarité et les réseaux supra venant en aide, en soutien, en facilitateur finalement des réseaux infra, mais aussi pour en assurer la cohérence. L'objectif est donc vraiment de permettre les décideurs, en fonction de leur niveau de compétence, d'être véritablement les acteurs de leurs décisions et tout naturellement les acteurs de leur propre solidarité. Voilà, il s'agit vraiment de passer des logiques de concurrence, de méfiance, de défiance, à de véritables logiques de coopération. C'est une nouvelle forme de culture à laquelle nous sommes appelés. Geneviève, à toi. Merci. Donc Geneviève Verdaguet, déléguée de tutelle pour le réseau scolaire marianiste, réparti un petit peu sur toute la France. Donc cette notion de coopération, de co-construire ensemble des réponses, il y a cette confrontation au concret de la mission. Et ce concret de cette mission nous situe sous l'angle de l'incarnation d'une ambition éducative qui est la nôtre. Il s'agit de passer de l'intention éducative, comme on l'a évoqué tout à l'heure dans les premiers chantiers, cette intention éducative qui n'est pas d'ordre matériel. Dans la tradition chrétienne, l'éducation fait partie des œuvres spirituelles de charité. À côté de cette intention éducative, nous sommes confrontés à notre capacité à la mettre en œuvre, à la développer et à la pérenniser. Et c'est tout l'enjeu de ce que décrit un modèle économique. Économique au sens de la loi de la maison, avec toutes ses composantes, à la fois financières, matérielles, on pense bien sûr à l'immobilier, humaine, organisationnelle. Une loi de la maison qui s'élargit à la maison commune, comme l'exprime le pape François. Et dans cette dimension concrète, très incarnée de la mission, naît une première tension, et vous l'avez évoqué aussi en évoquant le groupe de réflexion du secrétariat général, une tension que nous pensons être féconde. C'est cette confrontation entre l'idéal d'une éducation référée à l'Évangile et la réalité concrète qui bute sur des chiffres, des procédures, des règlements, des moyens, des rapports de pouvoir, des systèmes de gouvernance. Et vous pourriez largement tous autour de cet écran compléter la liste, tant cette réalité économique dans toutes ses dimensions fait le quotidien de nos propres missions de tutelle. Pourtant, cette tension suscite un constat que je vous propose de formuler sous forme d'un enjeu. Enjeu comme ce que l'on gagne, ce que l'on met en jeu, ce que l'on gagne et ce que l'on perd à la fin de la partie. Ce qui est en jeu, c'est notre capacité à répondre aux besoins éducatifs actuels, dans le concret des choses. À la fois cette capacité d'innovation, d'audace, de répondre à des besoins éducatifs actuels, et notre capacité de réaction, c'est-à-dire de porter des réponses à la fois rapides, agiles, ajustées, tout en développant une forme de liberté vis-à-vis des ressources et des processus décisionnels dont nous dépendons actuellement. Parce que nos plus belles intentions viennent buter sur cette question des moyens. Le préalable pour élaborer ensemble des réponses concrètes, c'est de partager notre questionnement plutôt que de trouver des réponses idéales qui correspondraient à chacun de nos réseaux. Notre groupe s'est donc attaché à formuler des problématiques sur quelques domaines liés à ce qu'est un modèle économique. Tout d'abord, autour de la diversification de l'offre,
Et quand j'évoque la diversification de l'offre, on n'est pas très loin aussi d'entendre la question des ressources. Donc, dans sa nature, bien sûr, de réponse à des besoins éducatifs nouveaux, mais dans ses possibilités d'extension et dans son modèle de ressources. Un deuxième sous-chantier, d'une certaine manière, qui est toute la question au sein toute la question du pilotage et de la gouvernance, qui sont partie prenante d'un modèle économique, à 3 niveaux. Un niveau institutionnel, nous avons tous constaté la superposition des instances, les processus de décision qui s'enfouissent dans ces multiples structures, mais aussi la gestion des moyens publics au regard des ressources privées. Au niveau des réseaux, le modèle économique des réseaux au niveau territorial et congrégatiste, qui nous a amené à nous interroger sur nos modèles d'organisation en tant que réseau congréganiste, en termes de propriétaires, tutelle, mutualisation, solidarité. Et un point spécifique sur la question de la gouvernance dans le trépied institutionnel, avec un travail spécifique sur le lien entre la tutelle et l'organisme de gestion. Comment sommes-nous capables d'exercer une tutelle missionnaire dans des mécanismes économiques? Le troisième sous-chantier était bien la question de l'immobilier, cette notion d'immobilier comme un moyen au service de la mission, qui nous a aussi amené à interroger le rapport entre immobilier et tutelle, et immobilier comme capacité à exercer une mission spirituelle. Je voudrais simplement conclure en vous disant que, pour vous témoigner que cette expérience de co-construction dans notre chantier, que nous avons pu vivre dans notre groupe sur un sujet aussi aride, aussi technique que le modèle économique, cette expérience joyeuse, une expérience de confrontation, c'est aussi une expérience de mission partagée. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Jean, vous aviez terminé cette présentation. Oui. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci à tous les trois pour ce compte rendu. Je vais passer effectivement la parole à Catherine pour la restitution du dernier chantier sur la communication. Oui, merci. Je vous partage mon écran tout de suite. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis Catherine Boulanger, je suis chargée de mission sur les questions de formation pour l'URSSEC et l'UNIFOC, qui sont les instituts de formation des réseaux congréganistes. Alors, notre chantier numéro 7, couplé à la fois les questions de communication et de formation, on va voir que la question de la formation irrigue celle de la communication, puisqu'il est question, lorsqu'on réfléchit à notre communication, d'essayer de redéfinir, d'approfondir la question de notre identité. 3 points principaux ont émergé des réflexions de notre chantier, qui a beaucoup tourné autour de notre identité au départ, parce que c'est quand même la question centrale. La première étant que l'enseignement catholique, c'est avant tout une réalité plurielle, à la fois sur la question de sa fondation, son origine, sa fréquentation et sa vocation elle-même. Alors, pluralité, c'est d'abord, en ce qui concerne nos réseaux congréganistes, une pluralité des charismes. C'est aussi la pluralité donc de ceux et celles qui y travaillent, de ceux et celles qui la fréquentent, c'est-à-dire les familles, les élèves et tous les intervenants qui peuvent y agir. Dès lors, nous pouvons affirmer que nos établissements sont de vrais lieux de laïcité. Alors, la question de la laïcité, elle est vraiment venue animer beaucoup de discussions dans notre chantier. On est dans une époque actuelle où la question de la laïcité fait débat, parfois de façon assez abrupte, voire violente. On s'est rendu compte que l'esprit de la loi de 1905, qui fait de la laïcité une loi avant tout de liberté, de respect, de protection des croyants et des non-croyants dans leur liberté de croire ou de ne pas croire, finalement, on la vivait
dans nos établissements qui sont, qui sont dans leur principe même ouverts à la multiplicité des appartenances culturelles, ethniques ou religieuses. Et que finalement, aujourd'hui, malheureusement, la laïcité est parfois présentée comme une opposition à la religion ou fait de la religion quelque chose qui devrait rester, secret ou uniquement de l'ordre, de la vie, personnelle et intime et ne pas sortir de la maison. Donc l'école catholique peut être vue comme un lieu de paix et de pacification, en lien avec cette question de la laïcité, mais vous voyez, développée de cette manière-là. On a donc vu qu'il importait de reconnaître la dimension plurielle de l'enseignement catholique pour mieux en saisir la fécondité et travailler à honorer cette dimension fondamentale de son identité parce que cette pluralité, elle est réponse à sa vocation. Dans un deuxième temps, on a pu constater un certain nombre de dévoiements d'un enseignement catholique qui parfois pouvait sortir de ses intentions premières, hein, en direction de logiques performatives. Il y a l'importance peut-être de vouloir renouer avec une logique qui promeut l'humain d'abord. Et le premier métier qu'on doit apprendre à nos élèves ou que les intervenants de nos écoles doivent vivre eux-mêmes, c'est d'abord le métier d'homme. Alors le constat, monsieur Delorme en a parlé tout à l'heure, hein, c'est que bien souvent nos établissements vivent dans des logiques de performance, de concurrence qui sont inhérentes à une logique économique qui devient perverse. Alors les problématiques économiques, elles sont réelles, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme et de les mettre de côté, mais effectivement les effets produits aujourd'hui ont pris une place parfois malheureusement prégnante dans nos questions de communication. On pourrait parler par exemple des logiques de sélection, hein, de certains établissements qui entrent en fracture totale entre l'intention, la vocation de l'enseignement catholique et on pourrait parler de sa perception sur le marché de l'enseignement. Et d'ailleurs, il en était question tout à l'heure également, la société ne s'y trompe pas, hein, la plupart des familles parlent dans leur immense majorité de mettre leurs enfants dans le privé et non de mettre leurs enfants dans l'enseignement catholique. Donc cela peut interroger, c'est effectivement lié au changement de notre époque. Mais il y a peut-être aussi une question de communication à revoir sur ce sujet-là. La communication a pu se réduire peut-être dans des logiques radicales de concurrence à des approches commerciales attractives. Et est-ce que c'est vraiment la communication que nous voulons, hein, une approche commerciale? Ce qu'on a réalisé, c'est que ce qui devait résulter normalement de notre projet devenait critère marchand pour une clientèle de parents, hein, parfois exigeante. Et notre communication, du coup, va encourager cette logique performative, concurrentielle, au détriment de notre projet ou de nos projets fondateurs. Toutes ces dérives vont alimenter les représentations erronées, partielles qu'on peut avoir de l'enseignement catholique. Et de façon complémentaire, et ça a été dit également tout à l'heure, c'est que cette dérive clientéliste, hein, appelons un chat, peut conduire à un usage idéologique et identitaire de l'adjectif catholique. Dans certains établissements, on peut constater que la notion d'évangélisation, elle est parfois réduite au cultuel. On demande des messes, des confessions, des choses qui sont catholiquement visibles d'une certaine manière, et ce serait ça l'évangélisation, ce serait ça l'identité catholique de nos établissements. Nous ne le pensons pas. Finalement, l'assimilation plutôt que l'intégration est un écueil dans lequel nous ne voulons pas tomber. L'école catholique, elle est libre, elle est inclusive, mais elle n'est pas assimilatrice. On a eu beaucoup d'échanges parfois sur des mots, le mot laïcité, le mot assimilation, le mot inclusion, puisqu'il était question de communication. On s'est beaucoup penché voilà, sur la valeur linguistique des mots, à la fois le lien entre signifié et signifiant, mais voilà,
quelle coloration portent les mots, quelle projection on fait sur certains mots et comment est-ce qu'on peut peut-être déconstruire et reconstruire des perceptions autour de certains mots. Donc, nous en sommes arrivés à 2 idées principales, hein, celle que nous devons, travailler à clarifier les représentations, déconstruire les préjugés sur l'enseignement catholique en questionnant à la fois les tendances clientélistes et les tendances, identitaires et peut-être que les meilleures personnes qu'il faut, enfin les personnes qu'il faut peut-être interroger en premier sur ces questions-là, ce sont les vocations, la question de les vocations, n'importe quoi, pardon, les enseignants, parce que, il y a une espèce de distorsion apparente qui n'est pas réelle, mais une distorsion entre la neutralité d'agents d'État, des professeurs, des enseignants, qui sont parfois mal à l'aise, avec, effectivement cette question de la neutralité. Mais qu'est-ce que c'est que la neutralité? Est-ce qu'il y a vraiment dans nos établissements un espace de parole pour en discuter et peut-être pour lever, certaines incompréhensions ou certaines mauvaises interprétations de cette notion, de neutralité? Donc, avant d'interroger les enseignants au regard du caractère propre, donne-t-on l'occasion d'une vraie réflexion sur la vocation de nos écoles et du métier d'enseignant et sur la mission de l'école. Et enfin, dernier point, qui est voilà, cette ambition évangélique de nos écoles, hein, promouvoir l'humain pour une éducation à l'humanisme solidaire. Les écoles catholiques sont des lieux d'évangélisation. Même le mot a pu être réfléchi parce que l'évangélisation est parfois compris comme prosélytisme de la part d'enseignants, de la part, de familles. Donc il y a même ce mot-là qui est à revoir et à retravailler. Donc nous sommes des lieux d'évangélisation par la proposition d'un art de vivre reçu de Jésus-Christ pour offrir la bonne nouvelle du salut. C'est au cœur de nos pratiques éducatives, pédagogiques que s'inscrit, que se décline cette bonne nouvelle et pas seulement lors des activités explicites de la pastorale. Et ça, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup insisté là-dessus. L'enseignement catholique doit être signe, doit faire signe, en étant d'abord signifiant au cœur de sa proposition éducative, au cœur de ses pratiques pédagogiques. C'est là que va se jouer sa légitimité, c'est là que va se jouer l'authenticité de notre identité. D'où, et là la question de la formation arrive, d'où l'importance de se former, de s'outiller sur le plan anthropologique, philosophique, théologique pour mener cette réflexion de fond. Toutes les démarches exploratoires, les démarches de recherche, les comités scientifiques, les initiatives pédagogiques, les écoles laboratoires, hein, tout cela devrait vraiment être au cœur de cette volonté de renouer avec notre identité. Ça rejoint pas mal de choses qui ont déjà été dites. Nos pratiques, nos traditions éducatives, nos charismes. Toute la palette des pédagogies chrétiennes sont une source immense dans laquelle nous pouvons puiser. Et en tant que chargée de mission pour l'UNIFOC et l'URSSEC, je peux témoigner que les instituts de formation congréganistes, certifiés pour la plupart d'ailleurs, et en passe de l'être pour la majorité, font un travail remarquable de formation professionnelle de tout le personnel d'éducation, enseignants et autres, hein, qui travaillent dans les écoles, au regard d'un charisme particulier. C'est quelque chose qu'ils savent faire. C'est une vraie richesse qu'on a et peut-être qu'on ne l'exploite pas suffisamment. Les laïcs, au nom de leur baptême, pour les uns, au nom de leur engagement à servir la cause des enfants et des jeunes pour tous, sont appelés à partager avec les religieux et religieuses un même charisme et une même mission. Ils font vivre les orientations de la congrégation et sont les porteurs de leur charisme et de leur tradition. La notion de communauté est vraiment centrale. Nous sommes une communauté éducative et notre richesse à nous, réseau congréganistes, c'est que déjà, nous avons cette opportunité de vivre en réseau, pardon, en raison aussi, mais en réseau. Il ne faut pas confondre la notion de communication et la notion de com. Peut-être qu'on fait beaucoup de com actuellement et qu'on est dans une société qui fait énormément de com, mais est-ce qu'on communique? Communiquer, ça n'est pas uniquement parler, ça n'est même pas uniquement agir, c'est parfois aussi savoir écouter. Pourquoi lorsque on parle du secours catholique, par exemple, les gens ne mettent pas du tout la même chose derrière catholique que lorsqu'on parle d'enseignement catholique? Ça nous a interrogés.
L'enseignement catholique a toujours eu l'ambition d'élever chaque personne, d'où l'importance de plus de transversalité, de décloisonnement, de donner des responsabilités à tous les membres de la communauté éducative. Chacun est un petit peu dans son précaré, l'enseignant enseigne, l'assistant en pastoral scolaire fait les heures de pastoral. Il faut décloisonner tout ça. C'est toute la communauté qui doit mener ensemble un projet et un charisme, au regard d'un charisme. Quels espaces de parole existent alors dans nos communautés? Comment s'emparons-nous des sujets de la cité? Comment œuvrons-nous concrètement à l'avènement du Christ à l'intérieur de nos écoles, mais aussi en dehors de nos écoles? Comment l'expertise en humanité de l'Église trouve-t-elle dans l'enseignement catholique une tribune à la fois en parole et en acte? Nous n'avons pas qu'une mission d'enseignement. Notre mission, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que cela. Donc, nous devons travailler à rendre vivant notre héritage. Nous devons soutenir des actions de formation au regard du charisme de nos congrégations et redonner de la capacité d'initiative aux établissements pour renouer avec cette ambition de l'humanisme solidaire. Merci. Merci Catherine, merci beaucoup. Merci à tous pour vos présentations synthétiques.